Le quartier de Ngwazik, situé en périphérie de la capitale, était un lieu où les apparences dominaient la réalité. Les rues étaient pleines de jeunes gens bien habillés, conduisant des voitures luxueuses qu'ils ne possédaient pas, et vivant dans des appartements trop chers pour leurs vrais moyens. C'est dans l'un de ces immeubles modernes que vivaient Amina et Maïcha, deux jeunes femmes employées sous contrat dans une grande banque commerciale. Amina, d'un tempérament calme mais observateur, menait une existence difficile malgré le masque d'aisance qu'elle portait en public. Son salaire, à peine suffisant pour couvrir son loyer, la laissait souvent affamée en fin de mois. Elle compensait ses privations par des photos soigneusement retouchées sur les réseaux sociaux, où elle se présentait comme une banquière prospère. Mais la réalité était tout autre, dettes, factures impayées, et un frigo souvent vide. Maïcha, sa voisine de palier, travaillait dans une autre agence de la même banque. Elle menait une vie mystérieuse. Tous les vendredis soirs, elle quittait son appartement dans une tenue élégante, valise en main, et ne revenait que le dimanche soir, rayonnante, souvent accompagnée de sacs remplis de vêtements neufs, parfums coûteux et bijoux scintillants. Et surtout, son compte bancaire gonflait à vue d'œil à chaque retour de week-end. Intriguée et jalouse, Amina avait fini par la confronter. « Maïcha, je t'en prie, aide-moi. Je sais que tu fais autre chose à côté. Je veux juste gagner un peu plus. Je suis à bout. » Pendant longtemps, Maïcha avait éludé la question, parlant vaguement d'un « job d'hôtesse », rien de bien compliqué, selon ses dires. Mais ce jeudi-là, Amina, affamée et désespérée, entendit soudain Maïcha rire bruyamment au téléphone. Elle se précipita chez elle, pleine d'espoir. « Je serai là, j'y serai », répétait Maïcha avec excitation. « Prends-moi avec toi cette fois, je t'en supplie, » intervint Amina, les mains jointes comme pour supplier un dieu. Maïcha haussa les épaules. Il n'y a pas de place en plus ce week-end. À peine avait-elle terminé sa phrase que son téléphone sonna de nouveau. Elle mit l'appel sur haut-parleur. Une voix féminine, autoritaire, parla rapidement. « Amène une fille en plus avec toi. Je te rends ce service juste pour cette fois. » Maïcha poussa un cri de joie. Elle se retourna vers Amina, l'enlaça. « Tu peux venir. » J'ai insisté auprès de Dame Clara, et elle a accepté. « Merci, Maïcha. »« Merci. »« Combien allons-nous gagner ?» demanda Amina, les yeux brillants d'excitation. « Nous allons servir le cercle des maîtres, donc, prépare-toi à quelque chose de grandiose. » Amina se figea. « Tu parles du vrai cercle des maîtres ? Celui des 5 puissants ?» Maïcha hocha la tête, un sourire en coin. Daniel le magnate pétrolier, Jonas le producteur, Adam l'investisseur immobilier, Henri l'exportateur et Malik, le boss de l'aviation privée. Tous les 5 seront là. Et ils sont prêts à tout pour se divertir. La préparation fut minutieuse. Amina changea de perruque, se maquilla avec soin, et enfila une robe noire moulante prêtée par Maïcha. Son cœur battait vite. Ce qu'elle s'apprêtait à faire allait au-delà de ses principes, mais le besoin d'argent l'avait poussée à franchir la ligne. Le samedi soir, dans une villa luxueuse située dans le quartier huppé de Jamena Hills, plusieurs filles furent réunies. Toutes avaient été soigneusement sélectionnées par Dame Clara. Dès que le groupe entra dans le salon orné de dorures et de meubles européens, Jonas, le producteur, désigna immédiatement Amina. « Je veux celle en robe noire. » Malik, l'homme de l'aviation, protesta, mais Jonas avait déjà décidé. Amina fut conduite dans une voiture privée avec Jonas. Elle tentait de cacher sa nervosité. En arrivant à la villa, elle resta bouche bée. Elle avait vu cette maison dans des vidéos virales, sans imaginer qu'un jour elle en franchirait le seuil. Elle sortit discrètement son téléphone, prit quelques photos et les posta en ligne. Week-end avec le cercle des maîtres. Le luxe n'est pas un crime. Jonas la conduisit dans une chambre immense. « Rafraîchis-toi. Nous allons commencer sous peu. » Amina s'exécuta. Quand elle sortit de la salle de bain, elle trouva Jonas accompagné d'un homme trapu tenant un grand sac noir. Elle fronça les sourcils. « Il est où, le troisième ?» « Dans le sac, » répondit Jonas avec un sourire effrayant. « Attends. Ce n'est pas un homme aussi ?» L'homme ouvrit le sac. Amina sentit son estomac se retourner. Il en sortit,
un cadavre. Le corps rigide, nu, le teint cendré. Les larmes montèrent aux yeux d'Amina. C'est un mort, cria-t-elle. Oui. Quoi, tu aurais préféré mon python? Lança Jonas en éclatant de rire. Amina tenta de fuir, mais la porte était verrouillée. Elle appela à l'aide, supplia Jonas, pleura, trembla. En réponse, il appela Dame Clara et mit le téléphone en haut-parleur. Si elle refuse, on la jette au crocodile, dit calmement Dame Clara. Fais ce qu'on te demande. Ta vie en dépend. Amina sentit le monde s'effondrer. Elle comprit qu'elle n'était qu'un pion. Qu'est-ce que je dois faire? Demanda-t-elle d'une voix cassée. Bonne fille, dit Jonas en souriant. Caméra. Lumière. Action. Ce qui se passa ensuite défiait l'entendement. Amina dut jouer le rôle de son cauchemar, couchée avec un corps froid, sous les yeux d'hommes dénués d'humanité. L'odeur, la texture de la peau, la peur. Tout la traumatisait. Après 3 heures, son corps lâcha. Elle perdit connaissance. Le lendemain, elle se réveilla, dans sa chambre. Habillée, propre, comme si rien ne s'était passé. Son téléphone vibra. 5 millions FCFA crédités sur votre compte. Amina tomba à genoux. Elle sanglotait, ne sachant plus si elle devait rire, crier ou se tuer. Quand Maïcha rentra le dimanche, comme d'habitude, Amina l'attendait. Dès qu'elle entendit sa porte s'ouvrir, elle courut et frappa violemment. « Où étais-tu? Comment as-tu pu m'emmener là-bas? Tu savais, hein? Hurla-t-elle. Maïcha, visiblement gênée, tenta de minimiser. Je ne savais pas que ce serait aussi extrême. Mais Amina ne l'écoutait plus. Son cœur battait trop fort. Son souffle s'accéléra. Elle suffoqua, puis s'évanouit. Olivia se réveilla plusieurs jours plus tard à l'hôpital, le visage baigné de larmes. Les murs blancs, les lumières cliniques, les bips incessants des machines. Tout lui semblait irréel. Elle fixait le plafond, perdue entre 2 mondes, celui qu'elle connaissait et celui qu'elle avait brièvement entrevu lors de cette nuit maudite. Je dois voir ma voisine Sophie. Elle sait ce qui m'est arrivé, répétait-elle, hystérique, aux médecins et aux infirmières. Devant son agitation, l'équipe médicale décida d'appeler Sophie. Cette dernière, visiblement dérangée mais jouant le rôle de l'amie dévouée, demanda un congé pour venir voir Olivia. Quand elle entra dans la chambre, Sophie affichait un visage plein de fausse compassion. « Comment vas-tu, Olivia? Je pense que c'est juste du stress. Tu étais fatiguée. » Mais Olivia la coupa net, les yeux rouges et le regard brûlant. « Arrête ça. Arrête de faire semblant et dis-moi ce qu'ils m'ont fait. » Sophie recula légèrement, surprise par l'intensité de sa voix. Le silence s'installa, pesant. Puis, d'un ton plus dur, Olivia lança. « Qui? Le cercle des élites? Tu crois que je ne sais pas? Dis-moi ce qu'ils m'ont fait, Sophie. » Un frisson passa sur le visage de Sophie. Mais au lieu de répondre, elle prit une expression confuse. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Et sans un mot de plus, elle se tourna et quitta la chambre, laissant Olivia seule, désespérée. Sous le choc, Olivia se précipita sur son téléphone. Elle était certaine d'avoir pris des photos au club. Des selfies avec Sophie, des images du décor. Des preuves. Mais, tout avait disparu. Comme si rien ne s'était jamais passé. Ce qu'Olivia ignorait, c'est que Sophie avait été approchée par une certaine madame, liée au cercle. On lui avait promis une forte somme d'argent si elle acceptait d'amener une fille, n'importe laquelle, à la fameuse soirée. Sophie n'avait jamais eu l'intention de participer, seulement d'observer et d'encaisser. Elle avait vendu Olivia, sans remords. Quelques jours plus tard, Olivia fut autorisée à quitter l'hôpital. À son retour chez elle, elle remarqua quelque chose d'étrange. La porte de l'appartement de Sophie était grande ouverte, vide. Tout avait disparu. Sophie avait déménagé. Comme une ombre. Toutes ses lignes étaient inaccessibles. Numéro désactivé, profil supprimé. Le cœur battant, Olivia tenta de se convaincre que Sophie fuyait aussi. Mais une partie d'elle savait, Sophie l'avait abandonnée. Pire,
Elle l'avait sacrifié. Cette nuit-là, trop fatiguée pour cuisiner ou penser, Olivia s'assoupit sur son canapé. Vers 3 heures du matin, elle sentit une présence. Au début, elle crut rêver. Elle flottait, ou du moins, c'est ce que son esprit embrumé ressentait. Puis, la sensation se fit plus nette, quelqu'un la portait. Elle ouvrit brusquement les yeux. Et vit 2 bras puissants. Une silhouette sombre. Aucune expression. Juste un corps, qui la transportait vers où? Elle hurla, se débattit, mais la chose était trop forte. À l'aide! À l'aide! Son voisin Grégoire, qui vivait juste à côté, accourut. Il tambourina à la porte. Brusquement, la silhouette disparut, et Olivia chuta. Elle s'écrasa sur son canapé, le souffle coupé, juste au moment où les lumières se rallumaient. Quand elle ouvrit sa porte, elle trouva Grégoire, torse nu, un manche à balai à la main. Il est tout? Qui était là? Olivia tremblait, incapable de parler. Grégoire fouilla l'appartement, pièce par pièce. Il n'y a personne. Mais tu n'as pas rêvé, hein? Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Viens dormir chez moi ce soir. Je ne te laisserai pas seule. Elle accepta. Elle n'avait aucune envie de passer une autre nuit dans cet endroit. Le lendemain matin, Olivia se rendit à la banque où travaillait Sophie. Elle voulait la confronter, comprendre. Mais à peine avait-elle franchi les portes que tout dérapa. Sophie, en pleine discussion avec des collègues, la vit arriver et se mit à crier. « Laisse-moi tranquille, Olivia. Arrête de me harceler. » Les clients et les employés se tournèrent, stupéfaits. Olivia, choquée, balbutia. « Quoi? Sophie, je veux juste. Tu m'as suivi, tu m'as menacé. Je t'ai aidé, et voilà comment tu me remercies. » Le manager s'approcha, l'air sérieux. « Madame, vous devez partir. » Et avant qu'elle ne puisse protester, 2 agents de sécurité la prenaient par les bras pour la raccompagner dehors. Humiliée. Incompréhensible. Trahie. Quelques jours plus tard, un courrier arriva. Une lettre d'expulsion. Son propriétaire l'accusait d'avoir harcelé Sophie, d'avoir troublé la tranquillité de l'immeuble, et de faire fuir les locataires. Vous avez 3 mois pour partir. Elle se mit à pleurer. Encore une fois, tout s'effondrait autour d'elle. Seul Grégoire était resté à ses côtés. Il l'accueillait chaque nuit, la rassurait. Elle dormait dans sa chambre, dans un lit propre, calme. Aucune apparition. Aucun cauchemar. Mais tout changea le soir où ils couchèrent ensemble pour la première fois. Cette nuit-là, alors que Grégoire dormait profondément, un froid glacial envahit la chambre. Olivia frissonna, puis sentit quelque chose de visqueux, de mouillé, sur ses jambes. Des mains. Des mains glacées, putrides, dégoulinantes d'eau noire et puante, saisirent Grégoire. Il se réveilla en hurlant. Qu'est-ce que? Et là, Olivia vit. L'horreur. Le même corps. Le cadavre. Celui de la nuit du cercle. Ses yeux sans vie. Sa peau en lambeaux. Sa bouche tordue. Elle voulait bouger, crier, courir, mais son corps était paralysé. Cloué au matelas. Grégoire se débattait, mais le cadavre le saisit par le cou, le souleva, et le projeta violemment au sol. Un silence de mort tomba. Puis, le cadavre se tourna vers Olivia, et sourit.